suis super heureuse de vous retrouver. Vraiment, ça m'a manqué. Ça faisait quelques temps que je publiais pas sur YouTube. Ça faisait longtemps. Je sais, ça fait des mois que j'ai pas posté ici. Mais aujourd'hui, vous me retrouvez pour une nouvelle vidéo par semaine sur YouTube. Et je vais tout vous raconter. Mon histoire, mes galères, mes réussites. Et surtout, pourquoi je suis enfin de retour ici. Alors prenez un café, un thé, un spritz. Si vous me connaissez, vous savez que moi j'adore le spritz. Bref, sans alcool, hein, c'est bien. Installez-vous confortablement et bienvenue dans la vidéo la plus importante que j'ai jamais faite. Pour ceux qui viennent d'arriver, moi c'est Emeline Siron. Je suis passionnée d'immobilier, d'investissement, d'entrepreneuriat. J'ai formé plus de 1350 personnes à investir en immobilier à travers Evermind Formation, ma boîte. Et je suis pas toute seule, attention, j'ai un associé, il s'appelle Thomas, il est situé dans le sud de la France, à Salon-de-Provence. C'est un ancien pilote d'hélico de combat à l'armée, un multi-investisseur, IMO, crypto, private equity. Je l'ai rencontré sur les réseaux sociaux et j'ai la chance d'avoir un super associé. J'ai également une bonne team puisqu'on est 9 dans l'équipe d'Evermind. On est répartis sur toute la France puisque je prône autant la liberté financière que géographique. Et heureusement qu'ils sont là, sinon je ne pourrais pas tout faire. Mais bref, avant tout ça, on va faire un petit retour en arrière. J'étais une fille totalement ordinaire, avec un parcours ordinaire, bien que peut-être pas si lisse que ça. J'ai grandi dans une famille de commerçants, dans le 95 à Daumont exactement pour ceux qui connaissent. Je suis fille de garagiste, j'ai passé mon enfance à voir mes parents bosser H24. Ils partaient à 8h30, ils rentraient à 20h. Le garage c'était leur vie. Et par défaut, un peu la mienne aussi. J'ai su très tôt utiliser la machine pour changer les pneus et j'ai aussi appris à changer des plaquettes. Ce que ça m'a appris, que pour réussir, il faut se lever tôt. Il faut bosser dur et surtout, il faut rien lâcher. Mes parents ont tout fait, ils m'ont tout donné. C'était pas évident parce que j'ai été quand même élevée de façon très autonome. J'ai souvent été seule et tu peux y voir plein de problèmes. En attendant, c'est bien grâce à mes parents que je suis devenue aujourd'hui ultra débrouillarde. Donc je les en remercie quand même. À côté de ça, j'ai grandi dans une maison en chantier perpétuel. Pas le chantier du 95 à Daumont. Mais ils avaient décidé d'acheter une vieille boulangerie en Normandie que mes parents ont rénové. Donc ils ont acheté ça quand j'étais gamine. Ils ont rénové pendant 20 ans. Ok, 20 ans. C'est pas genre les travaux qui doivent durer 6 mois. 20 ans de travaux, mon Dieu. C'était 240 mètres carrés de maison. Il y avait 4000 mètres carrés de terrain. Tu sais que tondre le gazon, c'était quand même 2 heures sur le petit tracteur là. J'avais le casque et tout. Alors pas quand j'étais toute petite, mais après, j'avais le casque et c'était 2 heures. Ça te mangeait du temps, 2 heures, 3 heures, peut-être plus. Bref, j'ai passé mon enfance à aider mon père à bricoler, car ça nous rapprochait. En fait, j'aimais ça, ça nous rapprochait, je les voyais pas la semaine. Le week-end, ils faisaient des travaux, ok, je vais faire les travaux aussi. J'ai appris à manier une perceuse avant même de savoir faire du vélo. Et surtout, j'ai compris que ce que c'était tout simplement que d'avoir un projet long terme et de subir les galères. Car des galères, je peux vous assurer qu'on en a eu beaucoup. Étant à distance, mes parents n'avaient pas forcément de critères de validation d'une entreprise. Ils n'étaient pas formés à l'époque, il n'y avait pas autant de contenu. Et nous avons tout eu. Du plaquiste qui ramène sa maîtresse sur place pour se faire plaisir dans le salon au lieu de faire les travaux. Du couvreur qui fait une crise cardiaque égale plus de couvreur et plus de travaux. Du portail qui te coûte plus de 6 000 € que tu as commandé en noir et qui t'arrive rouge pompier parce qu'ils se sont plantés en cochant la case. Bref, c'était vraiment l'apprentissage de la vie, de la résilience, de tout. C'était assez fatigant ce chantier, mais ça a été une bonne partie de ma vie. J'ai toujours eu une enfance très masculine. Les travaux, le garage auto, je me rappelle que mon frère... Oui, parce que j'ai un frère qui a 14 ans de plus que moi. J'étais pas trop au programme en fait. Et donc, ils avaient galéré un peu avec mon frère et ils n'avaient pas du tout prévu de m'avoir et je suis arrivée. Bon, je crois qu'ils ne regrettent pas, c'est bon. Et je me rappelle que quand j'étais petite, mon frère, lui, il avait fait de la peinture en robotique automobile et maintenant, il vit à côté de chez mes parents, dans le sud, et il a des laveries. Donc il a monté un business de plusieurs laveries en fait, donc plutôt cool, il investit aussi. Et donc je me rappelle que quand j'étais petite, mon frère m'apprenait à me battre et je reproduisais à l'école sur les garçons qui avaient le malheur de tomber amoureux de moi. Bref, j'étais vraiment ce genre de personne. Donc j'ai été dans un collège privé. Comme mes parents bossaient beaucoup, ils voulaient absolument me donner un confort d'éducation important. C'était, je me rappelle, un collège, donc un château avec des douves. Ça s'appelait l'Institut du Lua à Pisco dans le 95. Je vous ai dit que j'avais une éducation assez masculine.
Là encore, on devait être, je sais plus, de mémoire, environ 200 garçons, 40 filles à l'époque. Donc bon, moi je travaillais très bien, j'étais toujours en tête de classe. Pour moi, c'était assez simple. Je me reposais sur mes acquis et ça déroulait tout seul. Donc c'est vrai que je posais pas du tout de soucis pour mes parents, puisque je bossais facilement et j'étais ultra autonome. Donc c'était assez simple pour eux. Et après, on a basculé au lycée. Au lycée, j'ai voulu, étant donné que là j'étais un peu plus loin de chez moi, c'était la galère pour y aller, etc. J'ai basculé dans mon lycée qui était à 5 minutes à pied de chez moi, mais qui était un lycée de secteur et qui était donc public. Au lycée, j'étais un électron libre. Je switchais donc du collège privé au lycée public et là, j'ai découvert la vie. J'avais des résultats moyens, je testais les limites, j'ai fait une crise d'ado. Bref, résultat, conseil de discipline, de mauvaise fréquentation, j'ai raté mon bac alors que j'avais 27 points d'avance. J'ai pris la claque de ma vie et surtout la déception de mes parents en pleine face. Je me rappelle encore du regard de mon père. Ça a été un électrochoc. Et à ce moment-là, je me suis promis une chose. Plus jamais ça. Ça a été vraiment un gros déclic. Alors que j'étais paumée, vraiment à ce moment, un souvenir m'est revenu. Je me rappelle d'avoir vu une agent IMO qui faisait visiter une maison à mes parents. Parce que comme ils bossaient beaucoup, ils voulaient quand même anticiper un peu leur retraite et ils avaient acheté une maison dans le sud de la France, là où ils sont maintenant. Donc je me rappelle avoir fait les visites avec eux, etc. Et de voir cette femme habillée, qui était classe, elle était indépendante, elle avait une belle voiture. J'étais quand même dans un milieu auto, donc moi je voyais les voitures. Elle dégageait une liberté de dingue, une assurance, le petit carré blond, elle était canon grave. Et donc ça m'a quand même beaucoup marqué, comme quoi c'est marrant les images mentales qu'on peut avoir. Décision prise, je me lance dans l'immobilier, même si j'étais déjà un peu dans les travaux, etc. Donc là, j'ai fait un BTS profession immobilière, une licence en gestion immobilière, un master en gestion de patrimoine immobilier. J'ai enchaîné les expériences du social au commercial en passant par la gestion de centres commerciaux. Mais la réalité du monde du travail m'a vite rattrapée. À 20 ans, je bosse dans une boîte où l'ambiance est un enfer. Je me rappelle, j'étais en alternance dans une société qui s'appelait... On dira pas. J'ai vraiment fait ça. Une boîte à taille humaine, ok. J'ai passé 2 ans là-bas, c'était très formateur. Par contre, pour mon CV, c'était génial. J'ai appris beaucoup de choses, mais c'était également extrêmement dur psychologiquement. Le job, je m'occupais de la gestion des centres commerciaux, donc c'était l'immobilier 100% commercial. Je gérais les baux, les locataires, je gérais l'ouverture d'un service de copro, le syndic, bref, toute la vie d'un centre commercial et de boutique parisienne. À ce moment-là, j'ai une 20aine d'années et je me retrouve à faire 2 burn-out. L'ambiance était chaotique, la charge de travail était énorme. J'ai vu partir 19 personnes en 6 mois. Ils tombaient comme des mouches. Le patron de la boîte, c'était vraiment un chien qui respectait personne. J'étais en alternance, je partais à 18h30 et on me disait « Tu prends ton après-midi ?» Quand je bossais bien et que tout le monde avait des primes, il me disait « Bon, le responsable de ton service a voulu te donner une prime, mais moi j'ai mis mon veto, parce que tu es en alternance quand même. On verra la prochaine fois. » Moi j'étais là, j'osais rien dire. Maintenant, c'est vrai que les paroles sont libérées. Il y a trop de hashtags, etc. pour dénoncer des trucs. Moi, il n'y avait pas tout ça. Donc je subissais, j'avais quand même une grosse valeur du travail, donc je me disais peut-être que c'est normal et que ça fait partie de ma phase d'apprentissage. Je savais pas, on ne sait pas en fait. Et 2 burn-out à cet âge-là, c'est plutôt compliqué à gérer. Et encore, je pense que j'avais déjà une grosse force intérieure, donc je passais dessus. Ça durait jamais très longtemps. Je craquais pas psychologiquement, mais en fait, c'était mon corps qui parlait. J'arrivais plus à bouger le matin. Je me réveillais, j'étais bloquée en fait. J'étais stressée, j'avais le dos qui était totalement bloqué. Ça m'est arrivé 2 fois, je n'arrivais pas à sortir de mon lit. J'étais obligée d'aller chez le médecin, je tombais dans la spirale des arrêts maladie. Là où, tu sais, tu te dis, mais jamais ça ne m'arrivera. Ben ouais, moi j'avais 20 ans, ça me tombe dessus et je me dis mais le cliché de je suis ce genre de déchet de la France qui les enchaîne. Non, mais en fait c'est une réalité. Tu peux pas aller contre, tu le subis. Et je pense que tant que tu l'as pas subi, tu ne peux pas comprendre ce que ça fait. Bref, bizarrement, à chaque fois que j'étais arrêtée, le lendemain tout était débloqué. Donc on savait que c'était aussi totalement psychologique, j'en avais totalement conscience et j'étais un peu, je sais pas, prisonnière de mon propre calvaire.
Bon, bien entendu, à la fin de mon alternance, parce qu'il fallait absolument que je reste, moi j'étais en train de finir mon master. Donc je pouvais pas switcher comme ça d'alternance, mettre mes études en péril, alors que déjà j'avais eu un problème avec mon bac. Pour vous dire qu'à ce moment-là, moi j'ai quand même eu des déboires. Je m'étais engagée avec l'établissement du BTS pour repasser mon bac en même temps. Bon, j'avais eu quelques galères. J'arrive à monter en master, à trouver une super place. J'ai bientôt fini le master et je me dis, allez, c'est la fin. Là, je tombe sur une entreprise, c'est le chaos complet. Mais à l'époque, c'était pas genre, tiens, j'en ai marre, je change d'entreprise. C'était totalement différent. Sur un CV, ça se voit. Donc je faisais attention. Moi j'étais là, le patron en plus à la fin de mon alternance, il me propose de rester pour un SMIC. Non mais bah bien sûr, l'exploitation à l'état pur quoi. Moi j'étais totalement perdue, dégoûtée de l'immobilier, dégoûtée du monde du travail. Étant donné que j'ai jamais été éduquée à rien faire et que je pense que j'ai un petit côté, tout petit côté, hyperactif, je suis partie faire de l'intérim. J'ai enchaîné les contrats quelques mois. Comme ça, j'étais pas enchaînée à un job que je pouvais potentiellement détester. L'intérim, ça paye bien. En plus, il y avait des super primes. Et ça me permettait donc de voir le monde du travail dans différentes structures, de me rendre compte de ce que je voulais faire et surtout de ce que je ne voulais pas faire. À ce moment-là, je trouve toujours pas ma place. Un univers féminin dans lequel je me sens pas trop à l'aise, du jugement. J'étais toujours au pôle technique, au terrain, il n'y avait pas de blabla. Sauf que de l'autre côté, moi, je me mettais à dos mes équipes. J'ai tout entendu du « il faut que tu brilles autant par tes compétences que par ton physique » ou « tu dois absolument manger avec ton assistante à la cantine et avec les filles, même si elles te parlent de leur gosse, t'es là pour t'intégrer ». Ok, la vérité, je m'en foutais, mais royalement de m'intégrer. J'étais pas à ma place, c'est ok, je le conçois maintenant. Mais en réalité, c'est le propre de la France. On t'oblige à rentrer dans des cases et quand tu rentres pas dedans, on te met une étiquette, va foirer sa vie car elle ne s'intègre pas. Bref, c'était une période assez compliquée pour moi. Et puis, j'ai intégré l'Ifento. L'Ifento, c'est une société qui était à l'époque en pleine création, une boîte de gestion de fonds d'invest. Et là, c'était un vrai challenge. Et surtout, non, c'était vraiment un énorme challenge. C'était une toute petite équipe. On était 3 au début. Je me rappelle encore l'entretien, j'arrive et ils me disent « Bon, bah voilà, t'as vu toute l'équipe. Et vous êtes 3 ?» Bah ouais, oui, on va être 3. Ok, bon, bah c'est ok. Et c'était une aventure de dingue. Franchement, c'était la plus belle aventure possible pour moi. Et puis, c'était surtout un CDI. Parce que après tout ce temps où je me disais, va peut-être falloir qu'à un moment je me stabilise. Bon, la création me plaisait beaucoup et j'aimais bien le challenge. Donc là, j'ai passé 3 ans dans cette société. Mes boss étaient géniaux et en particulier un avec qui j'ai passé toute ma vie, il s'appelle Maxime et je le remercierai jamais pour tout ce qu'il a pu me transmettre. En gros, les caisses de retraite ou autres, mais avaient tellement d'argent à placer que nous, on récupérait les fonds à placer et on devait acheter de l'immobilier de santé en Europe, en contrepartie d'un rendement qu'on reversait aux sociétés qui avaient placé l'argent chez nous. Donc ça pouvait être les caisses de retraite, même vétérinaires, tout ce genre de choses, voilà. Donc je gérais environ 250 millions d'euros avec mon équipe et on investissait sur ce qui était EHPAD, hôtel pour patients, établissement de dialyse, établissement psychiatrique. J'ai fait la construction des établissements de plus de 4000 m². Donc à droite, à gauche, j'ai fait un EHPAD de 4000 m² à Cicina en Italie, un hôtel pour patients dans le nord de Paris également de 4000 m². C'était dingue. Le dernier projet sur lequel j'ai bossé, c'était la transformation d'un collège en EHPAD. Franchement, j'avais un job passionnant, crevant, mais passionnant. Et comme j'adore passer ma vie sur le chantier et que je pense d'ailleurs qu'ils m'ont recruté pour ça, pour mon côté féminin esthétiquement parlant et mon côté masculin qui prenait beaucoup et qui prend toujours beaucoup de place. J'étais pas trop dans l'échange, j'étais beaucoup dans l'action. Vous savez, il y a le côté yin et le côté yang. Ben, moi j'étais, et je suis toujours, mais ça va mieux, je travaille dessus. J'étais très yang. Donc pas de problème pour aller sur un chantier, pour aller au front, pour aller négocier où il y avait que des univers masculins. Ben, j'étais là, il n'y avait aucun problème. C'est quelque chose que j'ai adoré et j'ai été formatée pour ça par mon ancien boss qui était d'ailleurs particulièrement pour ça. Ensuite, on bascule sur un autre pôle. Si ma vie pro, elle avançait à grande vitesse, ma vie perso, elle, ça ressemblait plutôt à un champ de mine. J'ai toujours enchaîné les relations imparfaites. Je suis jamais restée célibataire très longtemps. Et avec du recul, je réalise que ces relations, c'était en réalité des pièges déguisés en histoire d'amour. Ma première relation sérieuse, elle a duré 3 ans. Un homme avec des addictions un peu destructrices, style alcool, coke, bref. Il devenait instable, parfois violent.
il me faisait flipper. Mais comme beaucoup, je me persuadais que ça allait s'arranger. Et comme c'était le premier amour, tu comprends pas, tu te dis, c'est ça l'amour? Bon, bref. Spoiler alerte, ça s'arrange jamais. Hein. C'est aussi à cette époque que j'ai commencé la boxe. J'avais besoin d'un exutoire. J'ai commencé à reprendre le pouvoir sur moi-même déjà, de me sentir en sécurité sans avoir besoin de personne. Donc j'ai pratiqué pendant 5 ans de Viet Vo Dao, un art martial vietnamien. J'étais aussi commissaire sportif, juge en compète. Bref, ce qui m'intéressait, moi, c'était pas les enchaînements pour passer les ceintures. Hein. Clairement, c'était le combat pur et dur. J'étais la seule nana de l'entraînement et quelque part ça me convenait bien puisque j'étais encore une fois toute ma vie. Je devais être forte, je faisais 12 heures d'entraînement par semaine. Bon, clairement c'était une fuite en avant. Je fuyais totalement mon quotidien, je le reconnais. Cette relation toxique a pris fin et après quelques rencontres sans importance, j'ai plongé dans une autre relation totalement désastreuse. Et 3 ans encore, je crois que je suis abonnée aux 3. Bref, j'aime bien les 3. Et là c'était 3 ans de trop. Le cliché parfait du pervers narcissique. Et comme toujours avec ce genre d'individu, eh bien, je l'ai pas vu venir. Ma famille, à ce moment-là, avait déménagé dans le sud de la France. Mes parents, ils avaient repris leur retraite. Et moi, je vivais seule dans la maison familiale le temps de retrouver de la stabilité dans ma vie. Et j'étais donc la proie parfaite pour un homme manipulateur, il faut le reconnaître. Ils savent jouer sur tous les tableaux, capables d'être adorables, attentionnés et puis monstrueux quelques heures après. Il m'a enfermée dans un cycle où les moments de bonheur étaient tellement intenses qu'il me faisait malheureusement oublier tout le reste. C'était un ascenseur émotionnel continu, c'était un enfer. Au début d'ailleurs, c'était juste de la jalousie. Mignonne, tu sais, c'est mignon. Ah, tu mets ça ce matin, par ici. Et puis, ah, t'étais avec qui? Par là. Et en réalité, ça a basculé sur un contrôle absolu. Il voulait approuver mes tenues chaque matin. Il vérifiait mon téléphone en permanence. Il surveillait mes faits et gestes. Et si je croisais le regard d'un homme dans la rue, j'en entendais parler pendant des jours. Il est allé plus loin. Il a installé des caméras chez moi. Il m'a coupé de tous mes amis, de ma famille. Et moi, au lieu de fuir, je trouvais ça normal. Enfin, je me disais qu'il m'aimait. Et je me disais d'ailleurs que j'arriverais jamais à trouver quelqu'un qui pourrait m'aimer autant que lui a pu le faire. On va dire que c'était une façon maladroite de me le montrer. Bref, le pire c'est que j'étais consciente que c'était pas sain, mais j'étais incapable de partir à ce moment-là. En plus, pour ajouter une couche de perplexité à ce cauchemar, il avait un jumeau qui était aussi instable et toxique que lui. 2 fois plus de pression, 2 fois plus de manipulation. L'enfer. Bref, on s'est séparés une 30aine de fois et il savait toujours revenir, me rattraper, me faire croire qu'il avait changé, il me plantait toujours avant de partir en vacances. Un schéma qui se répétait clairement en boucle. Jusqu'au jour où sa propre mère m'a regardée et m'a dit « Il faut que tu partes pendant que tu le peux encore ». Et là, ce jour-là, je me suis dit, bon, si sa propre mère me sort ça, c'est vraiment que là, il faut que j'arrive à m'en sortir. Et j'ai fini par partir. J'étais brisée, j'ai passé plus de 2 mois enfermée chez moi, à pleurer, à essayer de comprendre ce qui s'était passé. J'étais à la fois soulagée et à la fois perdue, j'étais seule puisqu'en plus je m'étais coupée de tout le monde. Et même de ma famille, je leur disais pas tout, mais c'était un carnage. Le pire, c'est qu'en plus, je devais continuer à réussir à assurer mon job comme si ne rien n'était. Et jusqu'au jour où une amie m'a appelée et elle savait que j'étais dans l'IMO. En réalité, elle m'a proposé de venir visiter un bien avec elle. Et cette visite a tout changé. Je me suis sentie utile, passionnée, animée d'un feu que je croyais éteint. Et ce jour-là, j'ai compris que je devais me reconstruire, que là c'était bon, que l'immobilier, en réalité, ça serait mon outil pour le faire. Et c'est là que ma vraie histoire a démarré. Allez, c'était la première partie de mon histoire. Si ça t'a plu, je t'invite à t'abonner et on se retrouve pour la suite.